Nous sommes en train d'accueillir en ce moment chez nous le roi de Belge. Vous êtes parmi ces intellectuels congolais qui réfléchissent plutôt autrement que dans les suivismes un peu ambiants. Allez, question directe. Ça vous fait quoi d'avoir le roi de Belge ici, en RDC? Vous savez, lorsqu'on voit sur la terre de nos ancêtres la descendance de Léopold II, naturellement, ça nous ramène à Berlin 1885. Pourquoi Berlin? Parce qu'en même temps que s'était née cette fameuse conférence, Karl Benz inventait la voiture, l'automobile, en 1885. 2 ans après, 1887, l'Écossais Dunlop invente le pneu. Quand il invente les pneus, naturellement, quelques années après, les caoutchoucs deviennent les produits les plus recherchés dans le monde. Léopold II, en 1895, il nomme un militaire comme commissaire du district de l'Équateur. Un militaire sanguinaire qui s'appelait Léon Fives, avec comme mission procéder à une culture intensive du caoutchouc. Et ces messieurs arrivent à Mbandaka, Coquilhatville à l'époque. Il intime l'ordre à tous les villages de l'Équateur d'extraire du caoutchouc, d'abandonner les cultures maraîchères et vivrières, oublier la pêche et la chasse, ne faire que du caoutchouc. Naturellement, les Congolais ne vont pas obtempérer parce qu'ils ne comprennent pas l'utilité du caoutchouc. Pour soumettre les Congolais à ces mots d'ordre, il a commencé par couper une centaine de têtes. Centaines de têtes. Une centaine de têtes posées sur une table sur la place centrale de Coquilhatville de Mbandaka pour s'aimer la peur. Naturellement, les Congolais ont pris peur. Ils ont accepté. Et il a donné une sommation de production du caoutchouc. 2 kilos par adulte, 1 kilo par enfant ou jeune. Celui qui n'amène pas ces 2 kilos, on lui coupe les mains. On coupe les mains à celui qui n'amène pas les 2 kilos. Oui. Et celui qui revient sans rien, on lui coupe et les mains et les pieds. Cette histoire a sémé une terreur terrible dans tout Congo. Et c'est comme ça que les Congolais abandonnent sa tradition agricole pour se soumettre aux corvées coloniales, sans avoir une idée précise de ce que cela valait. Et je parle de cette histoire à l'occasion de la visite du roi de Belge dans notre pays. Qui nous suit parce que toute la délégation, d'ailleurs j'ai quelques amis qui sont parmi que ces délégués, qui m'ont dit qu'ils vont suivre cette émission, ils vont tirer le meilleur. Parce qu'ils disent, le passé c'est le passé, nous sommes en train de construire l'avenir, nous sommes de la génération d'après. Je ne sais pas si vous étiez né avant 1960 ou pas. Voilà le roi avec notre président. Et ils me disent, oui, vous allez recevoir le grand consultant Didier Momengi, nous allons suivre. Vous leur dites quoi? Je leur dis que je raconte cette histoire parce que pour des raisons d'historiographie, mais aussi pour des raisons de pédagogie, nous devons faire le procès du commissaire Léon Fives. De ces commissaires? De ces commissaires. Parce que le procès de ces commissaires va donner un éclairage tout à fait historique sur la colonisation et sur tous les dégâts post-traumatiques qui se perpétuent dans nos consciences jusqu'aujourd'hui.
J'en parle pourquoi? Parce qu'à travers ces corvées coloniales, le mot travail a pris un autre sens dans nos consciences. Le travail, depuis, signifiait servage, esclavagisme. Et lorsqu'on arrive au 30 juin 1960, l'indépendance voulait dire se débarrasser de ce travail. Est-ce que vous pensez que quand on parle des évolués, de ces Congolais complexés par le blanc, vous avez ce blanc qui est arrivé, qui a dit oubliez la terre, oubliez vos fleuves, oubliez l'agriculture, faites-moi du caoutchouc, soyez asservis. Est-ce que c'est resté dans le subconscient des Congolais que le blanc, ce qui dit le blanc, c'est qu'est le blanc, c'est ça qui doit être fait et c'est ce qui est bien pour nous? Vous savez que vous pensez que c'est resté ça? Alors, c'était un long processus de déshumanisation, au-delà de la vassalisation coloniale. Nous avons cessé d'avoir foi en nous. Vous savez, la colonisation a commencé par sectionner. C'est lui Mabika Kalanda. C'est lui Mabika Kalanda, Oui. justement. La colonisation a commencé par sectionner tous nos liens avec notre ancestralité. Notre ancestralité pluriséculaire qui a pris naissance en Égypte antique. Nous ne savions plus qui nous étions et nous ne pouvons que nous abandonner dans les mains du colonisateur. Nous ne pouvons qu'accepter le servage colonial. Nous avons cessé d'être nous-mêmes, finalement. Nous avons cessé d'être humains. C'est côté qu'on dit Muzunga Nasema. Ça veut dire, quand c'est dit par le blanc, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est évolution. C'est ça qui est civilisation. Vous avez parlé d'immatriculation. Oui. Nous étions tous devenus de travailleurs forcés. Le Congo était devenu un vaste camp de concentration. Et nous étions soumis au forçat de la colonisation. Mais il fallait, avec le temps, commencer à soutirer certains d'entre nous pour les approcher des Blancs, parce que finalement, on devrait coexister. C'est cela le processus d'immatriculation. C'est les colonisateurs. Oui. On était dans ça. On était des forçats. On était des esclaves. Les colonisateurs devraient juger de votre aptitude à devenir humain selon leurs critères. L'immatriculation, c'est devenir Mundele Ndombe. Savoir se comporter comme un Européen. C'est ça, l'immatriculation qui a produit des évolués. Les évolués, c'est-à-dire un esprit qui a sectionné ses racines, qui se croit devenu Mundele, alors qu'il a fait un grand saut dans le vide. Qu'on se rappelle que la colonisation n'a été qu'un accident de l'histoire. Qu'on se rappelle que ce sont nos ancêtres, les Kémètes, les Nubiens, les Négro-Égyptiens, qui ont inventé la pratique agricole professionnelle. Nos ancêtres, au 5e millénaire, ont inventé l'année agricole, qui existe jusqu'à aujourd'hui, découplée en 3 saisons. La quête, c'est-à-dire la période de la crue du Nil, comment élever les digues et produire. La deuxième saison, c'est le Pérette. Le Pérette, c'est l'ensemencement et la croissance. Et la troisième saison, c'est les Chémous. Les Chémous, c'est la moisson.
Ce sont nos ancêtres qui inventent la pratique agricole. Ce n'est pas l'Européen. Ce n'est pas les Européens. Et mieux, au 4e millénaire, c'est encore nos ancêtres qui inventent ce qu'ils appelaient l'arère, c'est-à-dire l'ancêtre de la charrue. Pour traire. Pour traire. C'est encore nos ancêtres qui inventent les fumoirs pour le fumage de la viande et du poisson. Nous devons nous rappeler ça pour réconvoquer ces génies qui circulent dans nos veines. Est-ce que vous permettez que je vous dise que quand on lit ces livres, moi j'étais frappé par l'introduction, le premier chapitre, le deuxième chapitre, où vous jetez des chiffres à faire froid dans le dos. On était premier agriculteur, producteur du coton, on ne l'est plus. On était producteur de ceci, on ne l'est plus. On était producteur de ceci, on ne l'est plus. Alors, peut-être, je vais être, juste pour une fois, défenseur de Belges, en disant que, en 1960, on était plus producteur que beaucoup de pays. Il n'y avait peut-être pas le développement exponentiel, mais on était devant le Canada, devant l'Afrique du Sud. Et les Belges aujourd'hui vont vous dire, mais 60 ans plus tard, tout ce qu'on avait donné à vous comme potentialité, il n'y a plus. Donc cette indépendance ne vous a pas servi à grand-chose. Alors, je provoque là. Les prouesses agricoles de la colonisation. C'était lié à qui, à quoi? Les prouesses agricoles de la colonisation, oui, c'était des résultats des travaux forcés. Les cotons, l'huile. Les cotons, l'huile, surtout les caoutchoucs. Et ensuite, les minéraux. Lorsqu'on devient indépendant, nous devions purger ces moments d'esclavagisme. Mais il n'y a pas eu un travail intellectuel de rupture régénératrice le lendemain du 30 juin, malheureusement. Les héros nationaux est mort très tôt. Lumumba. Mais il est temps qu'on récupère notre humanité, que nous redevenions nous-mêmes, que nous reconstruisions la foi en nous. Prendre conscience que nous avons une terre arable à provision. Prendre conscience que nous avons des prairies, mais à perte de vue. Prendre conscience que nous avons des eaux poissonneuses, mais à flot. Et dans l'équation, résoudre l'inconnu de la participation professionnelle des Congolais. Voilà pourquoi je propose qu'une branche militaire soit créée au sein. Branche militaire? Branche militaire. J'appelle ça force agricole militaire. Pour que la formation agronomique, la formation agricole, se passe dans la discipline militaire, aussi dans la vitesse militaire, pour qu'on crée des villages militaires agricoles là où les terres arables sont abandonnées par les Congolais par absence de vie ou par insécurité à l'Est. Mais peut-on obliger un civil qui est libre de mouvoir dans son territoire national, peut-on lui intimer l'ordre de rester dans ce village? Non, il est libre. Mais lorsqu'on demande à l'armée d'occuper ces terres abandonnées, comme à Kanyamaka, c'est minimal ça. C'est minimal. Oui. Mais c'est une idée. C'est un phare jeté sur ce qui est possible. Lorsque on demande aux militaires d'implanter un village agroalimentaire là où la terre a été abandonnée, on appelle ça déploiement militaire. Là où les civils mettent 6 mois, 3 mois pour construire une route de dessert agricole, mais les génies militaires agricoles construisent la même route de dessert agricole en 2 semaines. En 2 semaines. Oui, affirmatif. Mais pourquoi ne pas décréter cet état d'urgence agricole? Vous savez, il y a un point qui m'a beaucoup intéressé dans ces livres, c'est l'état d'esprit. On dit l'agriculture c'est sale,
la campagne, c'est pas beau. Il faut l'exode rural pour venir en ville. Et c'est pour cela que nos campagnes, c'est vide de force de travail agricole, par exemple. Comment vous allez changer ces mentalités? Mais je dis, moi je mets en place une force agricole militaire. Réquisition. Réquisition volontaire, mais une armée agricole. On crée des villages agricoles par un déploiement militaire. Les militaires seront principalement le long des frontières du pays, là où nous avons le plus de terres abandonnées. Outils à la main droite, fusil en bandoulière. Protéger nos territoires. Il fait la protection des territoires, oui, et les travaux agricoles par sommation de production. Le système est organisé de l'escouade, donc du bataillon au niveau du village agricole, jusqu'à l'état-major, en transitant par les différents régiments et la brigade. Et bien sûr, sans oublier les génies militaires agricoles. Tout se fera comme une guerre. Nous devons construire des ponts comme dans une guerre, des ports comme dans une guerre, des routes comme dans une guerre. Alors, le roi de Belge, on va terminer par là, a dit « Nous sommes de la génération d'après l'indépendance. Nous devons plutôt nous propulser vers l'avenir, voir ce qu'on peut faire ensemble. Celui qui a des bonnes relations avec la Belgique, c'est celui qui va maîtriser le monde. Est-ce que vous pensez que le capitalisme, vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup autour du capitalisme, a intérêt à ce que le Congo se développe? Ou le Congo doit être le réservoir de matières premières, comme ça a été ces messieurs qu'on doit juger et qui étaient venus chercher les caoutchoucs chez nous, Léopold II, et toute sa descendance. Vous savez, il faut faire attention au concept de l'avenir. Parce que un peuple qui tourne le dos à son passé tourne en rond dans son présent. Parce que son histoire est la porte par laquelle il entre dans le futur. Je suis un passionné de l'histoire. Je sais que le mot les plus terribles qui rongent nos consciences trouveront leur remède dans l'exhumation de l'histoire. L'exhumation de l'histoire. Absolument. Mais on demande d'enterrer cette histoire. Mais on dit si vous voulez vous développer, oubliez ce qui s'est passé. Mais enterrer l'histoire, c'est enterrer votre humanité. Vous savez, en 1260 avant notre ère, un pharaon qui s'appelait Kéti, voyant sa fin arriver, appelle son fils, Merikare. Il lui dit, mon fils, tu seras pharaon. N'oublie pas une chose. Un peuple qui a faim, c'est une rébellion qui se prépare. Un peuple qui a faim. C'est une rébellion qui se prépare. Une multitude qui se révolte, les discours de paix n'ont pas de sens. Il faut lui montrer la route du grenier. Mon fils, la première activité, n'oublie jamais ça, c'est nourrir ton peuple. Lorsqu'on prend conscience que cette intelligence a été professée par un de nos ancêtres, 1260 avant notre ère, est-ce qu'on ne peut pas récupérer cette sagesse et nous dire à nous-mêmes que notre ancestralité est pavée de hauts faits, que nous sommes appelés à reproduire aujourd'hui? Nous avons été la première civilisation du monde. Quand est-ce qu'il faut que nous décidions de récupérer cette intelligence séminale, cette force génésiaque qui a orienté le monde? Décidons aujourd'hui de redevenir ce que nos ancêtres ont été. Ils ont étonné le monde. Merci beaucoup Didier Momengi. Je rappelle le livre. Ces livres, il faut absolument le lire, l'avoir chez vous. Militariser l'agriculture, guerre sans fin contre la faim.
Voilà, vous qui cherchez déjà à nommer ministre, voilà, il y en a un. Ministre, je l'ai déjà été. Oui, vous avez été, mais bon, pour le moment, pour essayer un peu de concrétiser ces genres de pensées, parce qu'il n'écrit pas seulement. Ce livre décrit dans le détail ce qu'il faut faire. Absolument. Il n'y a qu'à s'en emparer et le faire. C'est très didactique. Procurez-vous ces livres. Partagez cette émission. Aux dirigeants, n'oubliez pas ces maximes, ou plutôt cette affirmation du pharaon. Un peuple qui a faim, c'est une révolution. C'est une rébellion. Il faut faire très attention.